Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous ou chez toi. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekrama. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci pour les abonnements. Merci, encore une fois, j'insiste, merci. Donnez-moi un peu plus de partage parce que je venais de faire une petite analyse que je crois être très intéressante, surtout pour nous, pour les gouvernements. Alors, il faut vraiment partager pour que peut-être par hasard, ça arrive chez quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de choses que peut-être les gens ne remarquent pas, mais nous qui analysons, qui suivons, nous pouvons comprendre, nous pouvons voir quelque chose que le gouvernement ne voit pas. Alors, d'abord, je dis merci vraiment pour les abonnements aussi, et je dis merci pour tout. Alors maintenant, aujourd'hui, je voulais parler des accords de paix. Vous savez, imaginez-vous, les accords de paix seront signés d'ici une semaine. Ça veut dire le vendredi qui vient, le 27 juin de ce mois, les accords de paix seront signés au niveau ministériel. C'est quelque chose d'énorme, c'est immense, c'est immense et c'est immense. Alors, tout simplement parce que quelquefois, quand on dit certaines choses, les gens pensent que nous, on fait de Djalelo. Alors, il y a longtemps, j'étais en train de dire que Tshisekedi avait été mis là où il est actuellement par Dieu avec une mission précise et c'est lui de nous donner la paix, euh, de nous amener de là où nous sommes vers quelque chose. Donc, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. C'est pourquoi, quelquefois, vous les combattez, vous faites... alors, vous allez combattre contre Dieu, c'est ça que j'avais dit. D'ailleurs, j'étais en train d'exhorter beaucoup de chrétiens de prier pour lui et de reconnaître que c'est Dieu qui a mis Tshisekedi là-bas. Il est la volonté de Dieu. On ne peut pas combattre Dieu. C'est pourquoi quelquefois même quand on complote, Senko, tout ce que les complots qu'on fait, si Dieu est pour une personne, la Bible dit, il dispose même ses ennemis. Ok, ça c'est pas ce que je voulais dire, mais tout simplement, j'avais déjà fait une vidéo. Si vous regardez ça dans les listes de mes vidéos, vous allez trouver cela. Je ne sais pas si j'avais fait ça même sur TikTok. Alors, je ne sais pas, cette vidéo n'avait pas eu beaucoup de vues parce que je ne suis pas connu et peut-être que je n'ai pas fait de la promotion. Mais tout au moins, vous allez trouver ça là-bas. Alors, qu'est-ce que je disais dans cette vidéo? Je vais lire d'abord Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Alors, il faut lire Esther chapitre 3, verset 4, chapitre 3, chapitre 3 et chapitre 4 pour comprendre, pour qu'il y ait un peu le contexte dans tout ce que je veux dire. Alors la Bible dit ceci, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, je répète cela, parce qu'il y a un temps, toi aussi, tu es né pour quelque chose, tu es né pour quelque chose. Et qui sait si ce n'est pas pour un moment, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la présidence, que tu es parvenu à la royauté. À cette époque-là, j'étais en train de dire ceci, que le président de la République, Dieu l'a mis là où il est avec une mission précise et c'est de nous libérer, de vaincre cette guerre. C'est ce que j'étais en train de dire à cette époque-là. Donc, il doit faire quelque chose, vaincre cette guerre et nous amener à la paix. Alors, si maintenant il se laisse distraire, c'est ce que je disais à cette époque-là, si il se laisse distraire par son entourage, parce qu'il est dans le palais, il mange, il boit, il est devenu riche, il va devenir seulement un tiret dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ou tout au moins une parenthèse. Mais s'il venait à comprendre les buts pour lesquels Dieu lui a donné, la position qu'il a, donc, il n'est pas dans cette position-là pour lui, pour ses amis, pour sa famille, mais Dieu lui a mis là avec une mission spécifique d'amener, de nous libérer, de nous amener vers quelque chose. C'est ce que j'étais en train de dire à cette époque-là. Et c'est pour cette raison, c'est pourquoi j'insiste sur, c'est peut-être pour ces moments-là que tu es là comme président de la République.
Et je disais à cette époque-là, si le président de la République ne s'occupe pas de cette histoire, ne veut pas accomplir l'objectif pour lequel Dieu l'a mis là-bas, c'est Dieu, c'est pas un homme, ce n'est pas un complot, ce n'est pas un coup d'État, mais c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. De même, j'étais en train de dire que s'il nous amène à cette paix, c'est possible que Dieu lui donne encore un temps pour diriger ce pays. Alors, ma conclusion est ceci. Apparemment, je ne sais pas si cette vidéo est arrivée là-bas ou pas, je ne sais pas, mais apparemment, le président a compris cela. Il a reçu cette mission-là et il est en train de nous libérer. Je ne sais pas, parce que je suis en train de parler de la libération. Il y a aussi dans, je pense, deux rois, non, ça doit être dans 2 rois, chapitre 13, versets 4 à 5, où on parle de Joas, qui avait prié à Dieu pour demander, nous sommes tellement opprimés, nous sommes tellement sous-échis, envoie-nous un libérateur. Et Dieu avait envoyé un libérateur pour eux. Alors, vous comprenez que si le président de la République arrive à nous donner cette paix que nous avons cherchée pendant 30 ans, après 30 ans d'oppression rwandaise, j'insiste, son nom ne sera plus un trait d'union, son nom ne sera plus une parenthèse dans l'histoire de cette république, mais son nom vraiment va entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, je voulais tout simplement dire qu'il y a des gens qui nous ont amenés, par exemple, le 17 janvier, où on fête les jours de l'AFDEL, vous comprenez? Je pense que c'est une aberration, parce que c'est vraiment ce jour-là que nos problèmes ont réellement commencé, le 17 mai. C'est ce jour-là vraiment que nos problèmes ont réellement commencé depuis l'avènement de l'AFDEL. C'est pour cette raison, je pense, que cette date ici, comme les Juifs, tu sais, les Juifs célèbrent leur libération, célèbrent l'action d'Esther, comment Dieu a utilisé Esther et Mardoché pour les protéger de l'extermination ou de la mort certaine que Haman était en train de préparer contre eux. Alors Dieu a préparé, Dieu a fait qu'ils soient sauvés, et parce que Dieu a fait qu'ils soient sauvés jusqu'au jour d'aujourd'hui en Israël, on continue à fêter ces jours. C'est un jour férié, d'ailleurs c'est peut-être 3-4 jours, je ne sais plus. Les gens qui sont en Israël doivent me le dire, c'est peut-être 1, 2, 3 jours où on fête seulement la libération, ou tout au moins la protection de Dieu pour que Dieu a apporté au travers de Mardoché et Esther pour que les Juifs ne soient pas exterminés en Iran. Alors vous comprenez, très chers frères et sœurs, c'est un truc énorme qui venait d'arriver pour nous, citoyens congolais. J'insiste sur le fait qu'on a besoin de fêter cet événement, d'avoir un jour férié pour vraiment cimenter cette histoire, parce que c'est énorme. Après les indépendances de la République démocratique du Congo, après l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est cet événement ici qui est vraiment l'un des éléments marquants de l'histoire de notre pays. La libération des 30 ans d'esclavagisme, 30 ans d'oppression, 30 ans vraiment d'errance de la République et surtout de la domination rwandaise. Alors, c'est pourquoi je pense que ça doit être un jour férié, un jour fêté. Alors, je voulais parler tout simplement aussi, tout à coup, un peu nous réfléchir la mémoire, parce que je voulais nous faire réfléchir sur la honte que je ressens pour l'Afrique. Vous êtes africain, je suis africain, et tous les Africains, j'ai vraiment la honte pour l'Afrique. N'oubliez pas que les gens qui étaient en train de mourir, ce sont des Africains. Les gens que Kagame était en train de tuer depuis 30 ans, ce sont des Africains. Il n'y a personne qui a beaucoup plus tué d'autres Africains comme Kagame. Personne dans l'histoire de l'Afrique. En dehors de Léopold D et des colonisateurs, par exemple en Afrique, chez nous, dans notre pays, il y avait au moins 15 millions de morts. Mais Kagame lui-même a tué au moins 15 millions ou 20 millions, directement ou indirectement. Vous comprenez que c'est vraiment l'un des plus criminels, l'un des plus grands génocidaires que nous, que l'Afrique ait connu. Hein?
Alors, vous comprenez que à cause des guerres répétitives, on viole la République démocratique du Congo, on pille en République démocratique du Congo, on tue en République démocratique du Congo, on déplace les populations en République démocratique du Congo et beaucoup de pays africains, entre autres, notre Congo-Brazza, juste à côté de nous, l'Ouganda, le Rwanda, dans une certaine mesure la Burundi, et même là, tous ces pays-là, tous les pays de l'Afrique noire et même de l'Afrique blanche, de l'Afrique arabe, le Maghreb, donc pas blanche, mais arabe. Alors, quand vous pensez à tout cela, et vous vous demandez, vous vous dites vraiment, comment expliquer que quelque chose comme ça peut arriver 30 ans en Afrique et les Africains n'arrivent pas à apporter la paix? Les Africains n'arrivent pas. Ce sont les Africains qui meurent. Alors, les mêmes Africains ont vu comment Goma est tombé. Et on est allé de sommet à sommet, de rencontres diplomatiques à rencontres diplomatiques. Et on est allé maintenant de... Même la France, ou même quand on était à France, aux Nations Unies, l'Organisation internationale de la France, on est allé à Addis Abeba, à Luanda, à Sun City, à Nairobi, EAC, SADC, EAC, Arusha. Tous ces zigzags diplomatiques n'ont rien apporté. Rien apporté. Et quelquefois, j'avais même l'impression, dans toutes ces instances-là, on était en train de soutenir le Rwanda. Hein? On était en train de soutenir le Rwanda. Quand vous suivez les réseaux sociaux, souvent on se manque à l'Est et vous n'arrivez pas à rien finir, alors que tous ces pays d'Afrique étaient comme contre la République démocratique du Congo. Et malgré, je ne sais même pas, c'est le président de la République qui l'a dit une fois, il y avait une résolution au niveau de l'Union africaine. Plus question de guerre, plus question de tuer les autres Africains. Mais ce n'est pas nous-mêmes, nous Congolais, qui étions en train de nous entretuer, mais quelqu'un a instrumentalisé beaucoup de Congolais pour tuer d'autres Congolais ou amène même son armée pour tuer les Congolais. Alors, on nous amène même à Turquie, au Qatar. Mais Dieu merci, il y avait un coup de génie du président de la République quand il a attendu de cette histoire des deals ou des minéraux critiques. Il a utilisé ces leviers de minéraux critiques dont les États-Unis ont besoin et peut-être aussi un concours de circonstances qu'à cause de ces minéraux critique, il y a maintenant une guerre de leadership entre la Chine et les États-Unis et nous, on a assez de ces minéraux, Alors, tout à coup, les vents ont changé à notre faveur. J'aime vraiment un peu rappeler, parce que je voulais parler de la honte que je ressens comme Africain, de l'incapacité que nous avons comme Africains de résoudre nos problèmes. On nous casse les oreilles tout le temps avec les solutions africaines aux problèmes africains, alors que nous-mêmes Africains, nous créons des problèmes que nous ne sommes pas en mesure de résoudre et on doit toujours chercher des interventions extérieures, de personnes extérieures, de puissances extérieures pour venir résoudre tous nos problèmes. Alors, je ne connais pas si tu connais une puissance africaine. Par exemple, on parle de l'Afrique du Sud comme une puissance africaine. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait pour résoudre ces problèmes? Rien. On peut parler des Nigérians, rien. On peut parler de l'Égypte, rien. Aucune puissance, aucun pays ne pouvait venir pour dire « niet », ça s'arrête, plus question de tuerie, plus question de viol, plus question d'exploitation de voies de minerais, d'exploitation je ne sais pas comment, ou de discrimination, je ne sais pas. Tout ce qu'on était en train de se faire d'illicite à l'est de la République démocratique du Congo. Personne, aucun pays d'Afrique, et même les pays d'Europe, la France et tout ça. Donc, il y avait une certaine complicité, une certaine complaisance. On nous a parlé de pas de double standard, et pourtant on sentait qu'il y avait un double standard. Alors, c'est pour cette raison je suis vraiment très,
très content que Dieu a utilisé les États-Unis pour nous sortir de cette situation. Écoute un peu ce que le secrétaire d'État Marco Rubio a dit, comment il décrit vraiment les accords qui seront signés, parce que j'ai lu ça, je crois, chez Al Jazeera, c'est Al Jazeera. Alors il dit ceci: les désaccords de paix et le deal sécurité minerais ou investissement en République démocratique du Congo. Donc, il y a deux deals. Il y a un deal qui va traiter des problèmes de paix et puis il y a un deal qui est à voir avec les investissements. Il dit ce sont des win-win. Alors que Olivier Nduhungirehe et même Paul Kagame, quand il parle de win-win et de win-win ou de gagnant-gagnant, il voit seulement qu'il y ait une espèce c'est comme on leur donne quelque chose pour avoir agressé la République démocratique du Congo. C'est comme si, c'est comme un bénéfice ou comme un gain. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violé, mais après les négociations, on leur donne encore quelque chose là-dessus. C'est ce qu'ils appellent gagnant-gagnant. Alors, Dieu merci vraiment, les États, je ne peux pas comprendre comment les États-Unis, éloignés de nous depuis très longtemps, éloignés de nous, et ils comprennent cette situation beaucoup. Vraiment, ils comprennent cette situation mieux que tous les pays africains. Je ne peux pas, je ne comprends pas comment c'est possible. Alors l'autre par exemple, M. Troy Friedheld, il a dit, il voit vraiment que la RDC est une opportunité et qu'est-ce que c'est qui se passe à RDC maintenant ne peut pas se répéter. Ne peut pas se répéter. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand tu l'as parlé. Il a cité un ambassadeur américain qui est venu à Nairobi vers les années 60 et qui a dit « Vraiment, je suis allé à Nairobi et j'arrive à Nairobi. Au lieu de m'occuper des Kenyans, je commence à m'occuper des problèmes qui sont en République démocratique du Congo. » Et il dit jusqu'aujourd'hui, on discute de la République démocratique du Congo au Kenya. Et il a dit, ça doit s'arrêter, cette façon de faire. Il ne faut pas que 30 ans après, maintenant, on continue toujours à discuter de la République démocratique du Congo. Et c'est là qu'il a dit, ces problèmes, on n'a pas besoin de 6 mois pour les résoudre. On doit les résoudre et on doit signer cet accord. Vous comprenez cette clarté et cette détermination à finir une affaire. Alors que nous, les Africains, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous balade, on va aller là-bas, à Arusha, Harare, il y a des Tamoumbeki qui viennent avec des théories inutiles. The problem is Congolese problem. The problem is Kigali. The problem is Kinshasa. Vraiment, et je me dis, où sommes-nous? C'est une honte. Les gens sont en train de mourir, on tue les gens régulièrement. Par exemple, dernièrement, là, 10 000 Noirs, et il n'y a même pas les gens qui sont indignes, indignes. Alors, ça me surprend vraiment comment les États-Unis ont compris tout le poison rwandais, toute la manipulation rwandaise sur les problèmes de discrimination, sur les problèmes de FDLR, sur les problèmes territoriaux. Tout cela, les Américains ont compris tout de suite. Tout de suite. Et c'est là où je me pose la question, comment expliquer que les pays qui se disent comprendre l'Afrique comme la France et tout ça, n'ont pas pu voir cette manipulation du Rwanda. Et c'est là même que la question se pose pour nous, Congolais, avec qui on peut faire des alliances dans les jours qui viennent. Parce qu'on peut déjà comprendre que la France roule que pour certains intérêts en Afrique. Je suis en train de voir maintenant toute cette histoire des OIF et tout ça qui viennent à Kinshasa. Tout. Non, ça, il faut plus se leurrer. Il faut plus se leurrer. Parce que il faut plus se leurrer. La France, c'est une puissance du mal en Afrique. Alors, et la même chose aussi pour tous les pays africains.
Comment expliquer que vraiment les autres Africains tuent beaucoup d'autres Africains et ils nous font balader d'ici, là-bas, tout, partout, dans toutes les capitales africaines, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution alors que les États-Unis, pour résoudre ces problèmes qui a duré 30 ans, n'ont utilisé que 2 mois et 3 jours. 2 mois, ils ont dit dans 2 mois, il faut résoudre ces problèmes. Ils ont dit dans 3 jours, ils se sont mis là-bas, ils ont commencé à discuter et ils sont venus avec un accord de paix. Comment? C'est là où je me pose, j'ai la honte de l'Afrique. J'ai la honte de l'Afrique. Alors, c'est de là que vient vraiment la nécessité qu'il y ait une puissance militaire africaine, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance militaire, une puissance culturelle, une puissance africaine qui peut imposer la paix, comme les États-Unis ont imposé la paix. Parce que les États-Unis ont imposé cette paix parce qu'ils sont une puissance. Je dis, les États-Unis peuvent même imposer la paix là-bas en Ukraine. Ils peuvent imposer la paix maintenant là-bas en Iran. Ils ont imposé la paix parce qu'ils sont une puissance. Alors, c'est pourquoi moi, je pense que le Congo aussi doit devenir une puissance en Afrique centrale, une puissance en Afrique en Afrique de l'Est et même en Afrique du Sud pour résoudre des problèmes de paix d'ailleurs et pour mettre paix à des souffrances. Alors, c'est ce que moi, je pense. Alors, je pense que nous, Congolais, devons apprendre vraiment une leçon de tout ce qui venait de se passer pendant ces 30 ans et nous devons devenir une puissance économique, militaire, culturelle pour imposer la paix, imposer notre paix, imposer la paix dans la région de l'Afrique centrale, dans la région de l'Afrique de l'Est, dans la région de l'Afrique du Sud et même dans d'autres pays de la région. Très cher président de la République, vraiment, si vous nous sortez de cette histoire, c'est peut-être le rôle que vous allez jouer dans les jours qui viennent de construire une armée, de construire une économie, de construire un appareil qui fait que nous, on doit imposer la paix. Nous, on doit imposer la paix parce que sinon, il ne faut pas toujours attendre que les États-Unis viennent, il ne faut pas attendre la Russie, il ne faut pas attendre l'Iran, il ne faut pas attendre la Turquie. On peut imposer la paix. Alors, vous comprenez, très chers frères et sœurs, que c'est important, ce que je suis en train de partager là-bas. C'est ce qui va faire vraiment que même que Tshisekedi même redevient même encore, non pas seulement au niveau du Congo, mais au niveau de l'Afrique, il devient vraiment un grand panafricaniste. C'est peut-être ça que Lumumba allait devenir. C'est ce que Lumumba allait devenir s'il est resté en vie. Alors, on a besoin de dirigeants comme ça. On a besoin des gens qui vont construire des économies puissantes pour imposer la paix. Imagine si on pouvait imposer la paix au Soudan, imposer la paix en Libye. Mais on est toujours en train de courir par-ci, par-là, inutilement. Et c'est ce qui est vraiment une honte pour nous, Africains. Alors, comme vous savez, dans les fameux accords de paix, il y a l'intégrité de la territoriale, c'est clair, c'est défini. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda doit respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi la souveraineté de la République démocratique du Congo. Tout simplement, il ne faut pas venir vraiment s'investir, commencer à s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo, vouloir se placer aux défenseurs de Tutsi ou de Banyamulenge, République démocratique du Congo et des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà maintenant clair dans ces accords-là. Ça veut dire même, ça veut dire qu'en signant, les Rwandais reconnaissent aussi qu'il est agresseur de la République démocratique du Congo. Mais là où je vais peut-être passer un peu du temps, c'est sur l'interdiction des hostilités. Alors, dans un premier temps, j'avais pensé que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'incursion en République démocratique du Congo, il n'y aura plus de guerre entre la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi je voulais comprendre ce que ça veut dire ces concepts d'interdiction des hostilités. Alors, je suis allé chercher pour comprendre parce qu'il y a 3 concepts dans le droit international.
il y a les concepts de cessation des hostilités qui veut tout simplement dire qu'il y a des parties qui sont en train de se battre. Il peut y avoir cessez-le-feu pour des raisons diverses pendant que les gens sont en train de négocier. Alors, c'est ce qu'on appelle cessation des hostilités. Il y a des accords de non-agression. Ça veut dire que ces deux parties s'engagent et disent « Nous, on va résoudre toujours nos problèmes par de voies diplomatiques. On va plus s'attaquer les uns et les autres. » Donc, et ça, c'est un peu obligatoire. Mais interdiction des hostilités veut dire tout simplement que il peut y avoir, il y aura peut-être la guerre. C'est ce que ça veut dire. Quand tu as la guerre, ça fait partie du droit international humanitaire. Ça veut dire tout simplement que quand il y a la guerre, il faut respecter, par exemple, les infrastructures qui sont de civils. Il faut rester la vie des civils et la vie des gens qui ne combattent pas. Alors, je dois peut-être lire cela. Règles pour la conduite ce sont des règles pour la conduite des hostilités et la protection des civils. Le but est de limiter les conséquences des conflits armés sur les civils et leurs biens. Hein? On ne doit pas utiliser les biens de civils ou détruire l'environnement. Alors, c'est ça la distinction entre objectif militaire et bien à caractère civil et distinction aussi entre combattants et non-combattants. Et cela s'applique à toutes les parties à conflit. Alors, vous comprenez que ça fait partie du droit international et humanitaire ou ce qu'on appelle le droit de guerre. Alors, qu'est-ce que moi je comprends dans cette histoire? Alors, moi je comprends que au moins, en insérant cette histoire, interdiction des hostilités, ça veut dire que la possibilité qu'il y ait des hostilités entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entre les AFC M23, est toujours là. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore des attaques. Seulement, il faut respecter les civils, il faut distinguer les civils, il faut éviter les dégâts collatéraux. Alors, je comprends que dans cette histoire, c'est peut-être le fait que les Rwandais ne respectent pas souvent les accords signés. Et d'autre part, il y a les AFC M23 qui ont dit, nous, les accords là qui sont signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ne nous concernent pas. Dernièrement, vous avez vu, et ça m'amène vraiment à réfléchir à la visite de Madame Keïta, Bintou Keïta à Goma. Et puis après, quand elle est revenue à Kinshasa, elle a fait aussi un discours. À Goma, elle a livré un message, il faut désarmer, il faut aller au campement et puis on va trier et tout ça. Et il a aussi dit qu'il va aller dire que vraiment il y a des atrocités qui sont en train d'être commises ici à Goma et tout ça. C'est ce qui a fait que vous avez vu la réaction des Nanga et tout ça. Ils étaient vraiment complètement les visages fermés, fâchés et tout cela. Ce qui me faisait dire et même son discours à Kinshasa, ce qui me faisait dire que ces gens-là sont dans la logique des jusqu'au boutistes. Ils veulent aller continuer à faire la guerre. Ils veulent continuer à faire des hostilités. Ils veulent continuer à combattre. Ils veulent continuer à combattre. Ils veulent continuer à tuer. Ils veulent continuer à engager des hostilités contre les FARDC et des choses comme ça. Alors, maintenant que dans les accords, il y a cette histoire de désarmement, il y a cette histoire de désengagement, il y a cette histoire pas d'impunité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amnistie. C'est ce qui les pousse encore, je pense, parce qu'on leur demande maintenant de se cantonner, de désarmer et tout ça, comme beaucoup de gens ont déjà expliqué. Ce qui pousse vraiment à ces gens à devenir vraiment un peu suicidaires. D'ailleurs, c'est Nanga lui-même qui avait dit, nous, on n'a plus rien à perdre. Donc, on va lutter jusqu'au bout. Nous sommes déjà, maintenant, on nous a déjà accusés
À Kinshasa, on a prononcé déjà des peines de mort à notre égard, on a saisi nos biens. Nous, on n'a pas une autre issue que de continuer à faire la guerre. C'est ce que Nanga lui-même avait dit et je pense, c'est ce qu'ils sont en train de se dire. C'est pourquoi ils sont en train aussi de dire, nous, ce sont nos territoires, on ne veut pas quitter nos territoires. C'est dans ce sens-là que moi, je comprends cette histoire de cessation, ou tout au moins, interdiction des hostilités. Ça ne veut pas dire interdiction des guerres, mais ça veut dire tout simplement prendre soin. Il ne faut pas tuer les civils. Il ne faut pas prendre, par exemple, les écoles comme cible, les hôpitaux comme cible et des choses comme ça. Entre-temps, il y a Kabila qui a quitté Goma. Ça aussi, c'est pour moi très suspect. Je venais de parler des réactions de Madame Bintou Keïta et l'impression que j'ai est que ces gens-là ont tendance à vouloir délocaliser la guerre de l'Est vers l'Ouest. J'insiste sur ça. C'est mon sentiment, c'est mon analyse que l'épicentre de la crise, ils vont essayer de les déplacer de l'Est à l'Ouest. N'oubliez pas qu'ils veulent venir à Kinshasa. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Nous, on veut arriver à Kinshasa. Or, pour arriver à Kinshasa, je peux vous montrer comment ils vont arriver à Kinshasa. Ça ne sera pas la guerre comme nous la connaissons, mais c'est pourquoi je suis en train de faire cette réflexion. Alors, ce que moi je suis en train de voir, c'est que je ne sais pas si vous avez vu que Kagame est tranquille. Je ne sais pas s'il est malade. Je ne sais pas s'il est mort. Mais tout au moins, la dernière fois que moi j'ai vu Kagame, c'est qu'il était partout pour aller chercher des armes. Il était partout pour aller chercher des armes. Il était à Kazakhstan, il était au Pakistan. Et j'ai l'impression qu'il est partout là, en train de chercher des armes, comment il peut armer peut-être les AFC M23. Et j'ai l'impression même Kabila a joué le jeu et tout ça. Je n'ai pas d'éléments, mais j'ai un sentiment. Alors, c'est pourquoi dernièrement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de recrues à Beni et vers Butembo là-bas. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux blindés qui ont été achetés à peu près 100. Okay, on dit qu'il y avait 30 qui sont arrivés des Émirats Arabes Unis, mais moi je pense qu'il y a plus. Il y avait aussi des nouveaux matériels militaires qui étaient achetés. On a parlé aussi que les Belges étaient en train de nous équiper. Et puis dernièrement, j'ai vu les images de 7000 Moura qui sont prêts à l'action à Kisangani. On leur disait, le chef d'état-major va venir ici pour vous donner des instructions. Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dans le sens où ces gens-là vont aller au front. Mais ce qui m'a étonné, surtout, il y avait beaucoup de femmes dans les 7000 ans. Donc, autrement, l'armée se prépare à récupérer les territoires occupés après le désengagement ou après le désarmement, ou peut-être sans désarmement, sans désengagement, mais l'armée se prépare maintenant à reprendre les territoires occupés par la force, les talk and fight doctrine. Alors, moi je pense que je pense qu'après les désengagements, si vraiment désengagement il y a, après les désarmements et après peut-être aussi la dissolution du M23, je suis en train de voir tout simplement une très grande crise au niveau de Kigali. Il y aura une défaite du Rwanda, ce qui signifie aussi le collapse du régime rwandais. Cela signifie que le clan Kagame, qui est composé de Tutsi-Hutu, hein, c'est un clan qui est composé de Tutsi-Hutu, va perdre le pouvoir. Alors, pour vous donner pourquoi je parle de Tutsi-Hutu,
Je ne sais pas, réfléchissez avec moi. Quand vous voyez je ne sais pas si vous avez vu la photo qui est sortie au département d'État, la personne qui est allée négocier, la femme qui est allée négocier avec les délégués de la République démocratique du Congo, c'est une Hutu. C'est une Hutu. C'est pourquoi moi je pense vraiment quand il s'agit de Kagame, c'est une idéologie. Et si cette idéologie-là est partagée par les Tutsis et les Hutus, alors il ne faut pas vraiment prendre à la légère ces gens-là, qu'ils soient Hutus, qu'ils soient Tutsis. Essentiel, c'est un Rwandais. Si c'est un Rwandais, il faut être dur avec eux parce que c'est vraiment une idéologie. Alors, comment la guerre peut se déplacer, l'épicentre de la guerre peut se déplacer de Goma vers l'ouest? C'est ça le plus important pour moi. C'est ce que je voulais vous dire, le plus important pour moi. En tout cas, la seule façon que je vois, j'ai vu l'Ukraine faire la même chose. Ils se sont organisés avec des drones et ils sont allés vraiment jusque à l'intérieur de la Russie pour faire d'abord des explosions. Ils ont fait exploser les armes. Alors, je m'imagine que la même chose peut se passer avec nous. Ça va être très humiliant pour nous. Ça va être très humiliant pour nous. C'est la même chose qu'Israël a fait avec Hezbollah, ou Hezbollah. C'est la même chose qu'ils venaient de faire aussi avec l'Iran. Donc, ils sont allés à l'intérieur même de l'Iran, à l'intérieur de Hezbollah, à l'intérieur de la Russie, pour le cas de l'Ukraine. Et ils ont explosé des avions là-bas, ils ont explosé de cibles là-bas. Et moi, je m'imagine que le calme de Kagame peut être dans ce sens-là, que ces gens-là sont en train de préparer quelque chose dans ce sens-là pour déplacer, parce que c'est très loin, l'épicentre de la guerre, et Kinshasa, c'est très loin. Alors, ils préparent quelque chose comme ça. Ils vont peut-être introduire des commandos ou ils vont utiliser des Congolais qui vont vraiment faire des attentats de ce genre pour amener la psychose, mais aussi pour nous humilier. Après que nous ayons gagné au niveau diplomatique et tout ça, ils vont chercher à nous humilier dans notre propre territoire. C'est pour cette raison, je pense qu'il faut faire très, très attention, surtout les gens qui sont en train de... Nos militaires doivent faire vraiment très, très, très attention. Alors, très chers frères et sœurs, je voulais finir avec cette histoire que je voulais vraiment dire quelque chose que moi je pense être important. Entre-temps, je pense que le Félix Antoine Tshisekedi doit entrer dans l'histoire, et parce que je vois Tshisekedi l'incarne. C'est comme les trois présidents, les trois vieux présidents que nous on a connus, ou tous les trois nationalistes que nous avons connus. Lumumba, je vois, je ne sais pas si je peux mettre aussi Kasavubu, je ne sais pas, je ne connais pas Kasavubu, on dit de lui qu'il était grand nationaliste, alors je mets aussi Kasavubu, je mets Mobutu, je mets Laurent Désiré Kabila. Alors j'ai l'impression que toutes ces personnes se résument à la personne de Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour cette raison. Il y a des gens, vraiment, tu peux être peut-être un Mobutiste, mais tu vas retrouver un peu de Mobutu dans Félix Antoine Tshisekedi. Tu peux être, je ne sais pas, un Lumumbiste, tu vas trouver un peu de Lumumbiste dans Félix Antoine Tshisekedi. Tu peux être un Laurent Désiré Kabila, mais tu vas trouver un peu de Laurent Désiré Kabila dans Félix. C'est vraiment la synthèse de tout ce que nous avons connu comme leadership en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison, moi je comprends et je pense que la République démocratique du Congo devient de plus en plus l'alpha et l'oméga, je ne parlais pas en termes de Dieu, l'alpha et l'oméga de la paix en Afrique, et Tshisekedi va jouer un rôle décisif dans tout cela. Alors, c'est pour cette raison, moi je pense que nous devons vraiment le soutenir, prier pour lui. Lui-même, il doit comprendre que ça, c'est une mission que Dieu lui donne. Ok, très chers frères et sœurs, donnez-moi un peu de likes, donnez-moi un peu de commentaires, donnez-moi beaucoup, partagez, parce que je pense surtout cette histoire de la guerre qui va se déplacer
de l'Est vers l'Ouest, on doit prendre ça très au sérieux. On doit prendre ça très au sérieux. Parce que les Rwandais ne vont pas accepter d'être humiliés. Ils vont réagir d'une certaine façon. Les gens de AFC M23 ne veulent pas accepter d'être humiliés. Ils vont réagir d'une certaine façon. Kabila, Katumbi et tout ça ne vont pas accepter d'être humiliés. Ils vont réagir d'une certaine façon. Et la seule façon que je vois, c'est à la façon des Ukrainiens ou à la façon des Israéliens qui ont amené la guerre dans les centres. Pas la guerre dans la Russie même, ou la guerre en Iran. Alors c'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est pourquoi les militaires doivent faire très attention, surtout nos services de sécurité. Alors très chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.